Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire l'interview de Maxime Beguin, un entrepreneur belge qui va nous raconter son parcours et comment il a créé son produit digital et comment est-ce qu'il a réussi à faire passer ce produit digital de 0 à 3 millions d'euros. Bonjour Maxime, merci d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, dire qui tu es, ton parcours, tes études, etc. Je m'appelle Maxime Beguin, je suis le CEO de Wikiport. J'ai 33 ans et alors j'ai fait des études d'ingénieur de gestion à l'université de Liège et j'ai participé au lancement de Wikiport fin 2011 avec mon associé de l'époque. Et Wikiport, en deux mots, c'est une plateforme web qui offre deux services. Un service d'achat groupé dans le domaine de l'énergie, mais elle propose aussi un comparateur des prix accessible en ligne. Et donc notre mission, c'est d'aider le consommateur à faire des économies sur son budget énergie en comparant les prix. Et ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est de sensibiliser ce même consommateur à la thématique de l'énergie. Pourquoi ? Parce que plus un consommateur est à l'aise dans un secteur, plus il va être capable de devenir un consomme-acteur. Donc ça veut dire de participer notamment à la libéralisation du marché, à comparer et à changer, in fine, de fournisseur d'énergie. Alors donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur de gestion. J'étais très critique à l'égard de mon diplôme et de ma formation, que je trouvais beaucoup trop théorique, et en fait elle l'était les 3 premières années, beaucoup de cours quantitatifs, et puis une fois qu'on a passé les 3 premières années, on arrive dans le vif du sujet. Je trouve qu'on y arrive un peu tard malheureusement. Moi j'ai choisi la filière technologie et entrepreneuriat, et in fine j'en suis ravi. Alors est-ce que ça m'a aidé à lancer Wikiport ? De nouveau, je vais prendre pas mal de recul par rapport à ça. Il y a quelques années, j'aurais eu tendance à dire non, absolument pas. J'aurais tendance à dire que, a priori, au niveau du mindset, le mindset n'a pas été formé au HEC, c'est une certitude. Par contre, les compétences qu'on acquiert sont très transversales. Et dans ce sens, c'est une très bonne chose pour l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneur à la base doit faire quasiment tout seul. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le concevait. On doit pouvoir toucher à de la conception de services ou de produits, avoir un peu de stratégie, il y a un peu de comptabilité, il y a de la finance, on engage vite une personne, donc il faut pouvoir faire du recrutement, de la gestion d'équipe, il y a de la négociation, il y a un peu de fiscalité. Donc le fait d'avoir touché un petit peu à tout, et puis d'avoir pu mettre en pratique avec mon projet entrepreneurial, dans ce sens-là, oui, mes études m'ont servi. Alors, une petite question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec toutes les formations en ligne qu'on peut trouver, est-ce que tu penses en fait, éventuellement, si tu avais suivi diverses formations, que tu aurais peut-être pu réussir à arriver au même résultat? Alors, non. Et pourtant, Dieu sait si j'étais critique à l'égard de mes études et de ma formation, que je trouvais trop théorique, comme je l'ai dit. Mais je pense que le fait d'avoir une sorte d'ouverture d'esprit sur une multitude de domaines t'aide à mieux appréhender ton projet. J'ai l'occasion de suivre d'autres projets, d'autres startups, où à la base le gestionnaire, l'entrepreneur n'est pas gestionnaire de base en fait. Donc le directeur ou l'entrepreneur vient a une autre formation de base. Assez rapidement, il va montrer ses limites, c'est-à-dire qu'il va être capable soit de développer un service de manière extraordinaire, soit ça va être un produit, soit il va avoir un gros sens commercial, donc face aux clients c'est une véritable machine, mais pour pouvoir coordonner l'ensemble des processus d'une start-up ou d'une petite entreprise, il faut un gestionnaire à la tête du truc. Ça, c'est une certitude. Et un gestionnaire avec une certaine polyvalence. C'est mon avis. En tout cas, pour une petite structure, plus la structure va grandir, plus effectivement, on va pouvoir se permettre d'avoir des gens qui sont très calés dans leur domaine. Mais au début, c'est pas le cas. Au début, tu touches à tout. Et donc ici, j'aurais tendance à conseiller, si ce n'est pas de ne pas faire un cursus de 5 ans dans une école de business ou de commerce, c'est au moins d'avoir une formation, ne serait-ce qu'en cours du soir, en gestion de projet, gestion d'équipe, gestion de timing, pour avoir les bases de la gestion. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que le cursus scolaire traditionnel n'est pas une obligation. Tu aurais pu apprendre tout ce que tu as appris à l'école grâce à des formations en ligne. Oui, j'aurais pu. Après, je pense que ça a facilité les choses. Avoir une idée, et puis voir si l'idée permet de répondre à un besoin. Et puis développer un service ou un produit qui va répondre à ce besoin, avec une vraie valeur ajoutée. Et puis après, orchestrer le tout, avec une vraie structure, avec une équipe, avec des contraintes,
et puis après développer, faire grandir et gérer, ça demande quand même pas mal de qualité. Il faut vraiment être capable de toucher à tout. Tu vas te confronter à énormément de difficultés, de challenges. Pour être négatif, à énormément de problèmes. La capacité d'une boîte à grandir, c'est sa capacité à résoudre les problèmes. Et si possible, en étant particulièrement agile, c'est-à-dire trouver les solutions par soi-même. C'est avoir une sorte d'éducation, de formation qui va te permettre de mieux appréhender les problèmes en disant ok voilà, là j'ai tel souci, ça fait appel à tel élément, je pense que je dois m'orienter vers telle autre personne ou vers tel contact ou vers tel consultant ou je pense que je peux le résoudre en interne. Donc c'est vraiment avoir un référentiel le plus large possible pour être mieux préparé face aux problèmes. On a bien le lien entre ton background et ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu sais nous expliquer quels sont les événements qui t'ont amené à démarrer ton projet ? Alors, à la base, donc moi j'ai participé à la mini-entreprise. Et donc, c'est suite à cette envie de lancer ce projet de mini-entreprise que, in fine, après, je me suis dit, ok, j'ai été chercher mon diplôme, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je me retrouve dans une grosse boîte, à suivre une procédure, à exécuter, où généralement l'esprit entrepreneurial n'est pas forcément stimulé, ou je me lance directement dans un nouveau projet. Eh ben, chez moi, il y a une étape intermédiaire où j'ai travaillé dans un réseau d'entreprises qui est dédié aux énergies renouvelables, où là j'ai eu l'occasion de travailler vraiment comme employé, et en parallèle, eh bien, on a développé Wikipower. Donc c'est-à-dire qu'on a minimisé un petit peu les risques. D'une part, on a développé le projet à deux et pas tout seul. Ça, c'est un conseil que je donnerais. C'est-à-dire que les gens doivent toujours être accompagnés avec une personne complémentaire. Et deuxième chose, c'est-à-dire on n'est pas passé du jour au lendemain d'employé à entrepreneur ou indépendant. Non, ça s'est fait, il y a une transition. Ça a garanti un salaire, de manière à pouvoir mettre en place notre projet et faire en sorte qu'il soit rentable. Ouais, ça c'est intéressant quand tu parles que vous êtes passé de rien, on va dire, à indépendant. Est-ce que tu saurais expliquer cette transition? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver jusque-là? Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui me sollicitent en me disant qu'elles ont une chouette idée, un chouette projet, et qui veulent du jour au lendemain passer indépendantes. Alors que c'est des personnes qui ont un statut d'employé, et c'est pas un employé de 23-24 ans avec un salaire somme toute raisonnable. C'est des gens qui ont déjà une certaine aisance financière. Alors, le point positif, c'est qu'elles ont pu mettre de côté. Donc ça veut dire qu'elles peuvent vivre quelques mois sans revenu. Le côté un petit peu négatif, c'est qu'il faut bien se dire que durant lors d'un lancement d'un projet, c'est rare quand le projet devient immédiatement rentable. Donc, moi, je trouve que si jamais la personne a la possibilité de faire une transition, donc c'est-à-dire de s'arranger avec son employeur, pour dire voilà, j'ai un chouette projet, je suis très transparent, dans un horizon de 12 à 18 mois, je souhaiterais passer indépendant. Par contre, pour l'intérêt de la boîte et pour l'intérêt de mon projet, je pense que c'est pas une bonne idée de couper les ponts du jour au lendemain. Est-ce qu'on pourrait envisager que je passe à 4/5e, puis à 3/5e, puis à 2/5e, puis éventuellement agir comme consultant pour pouvoir assurer la pérennité de la boîte dans laquelle j'étais et moi ça m'assure aussi toujours un revenu. Je pense que ça c'est l'idéal. Alors, pour revenir à ton projet digital, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans le développement de ton projet? Il y en a eu beaucoup, alors sans surprise, comme je disais, la capacité de grandir. La possibilité de grandir, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et chez Wiki, ça s'est marqué. Alors les problèmes qu'on a rencontrés, étant donné qu'on est une plateforme digitale, sans surprise, le numéro 1 absolu, c'est la partie IT. Donc c'est le développement web. On a testé beaucoup de modèles de notre côté. Donc on a fait appel à une plateforme qui est super connue, qui s'appelle Freelancer, qui met en relation des indépendants partout à travers le monde avec une société qui a des besoins. On est tombé sur une société indienne qui, et je vais relater l'expérience telle qu'elle était extrêmement compétitive quand on les a pitchés. On a reçu énormément de propositions. Et puis il s'est fait qu'au fur et à mesure, chaque fonctionnalité coûtait de plus en plus cher. Et au bout d'un moment, une fonctionnalité coûtait le prix du projet original. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au début, ils sont en dessous de leur seuil de rentabilité pour aller chercher un client. Ça peut se comprendre. Ça se fait notamment ici en Europe. Le gros problème de ce genre de structure, c'est qu'il y a énormément de développeurs qui sont passés sur notre code et c'est devenu ce qu'on appelle un code spaghetti. Et donc au bout d'un certain temps, c'était devenu quasiment impossible. Donc je pense qu'il y avait la volonté de facturer à un prix réel leurs prestations, mais leurs prestations étaient devenues quasiment impossibles parce qu'ils avaient fait un code qui était non annoté et non structuré. Et donc c'était devenu un enfer pour eux de faire évoluer notre outil. Donc on a travaillé pendant un certain temps avec ces Indiens. Personnellement, j'ai essayé, je ne souhaite plus recommencer.
Et donc on a fait appel après à des prestataires belges externes, avec certaines limitations, où on manquait des fois d'agilité, on manquait de réactivité, ce qui est normal. Le prestataire externe a différents clients, donc il ne peut pas répondre du tac au tac. Et puis on est arrivé simplement au constat qu'on va avoir une équipe en interne. Aujourd'hui, je suis très satisfait d'avoir l'équipe en interne. Ça permet beaucoup de réactivité. Après, il est clair que trouver des développeurs qui sont compétents d'un point de vue technique et qui ont aussi un petit peu l'esprit business, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui aiment développer pour développer. Or, le développement est au service de la boîte. Ça reste une activité de support. Le développement chez Wikipower n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est d'aider les gens à faire des économies. C'est comparer les prix de l'électricité et du gaz. C'est pas de faire des beaux sites internet. Après, je suis très attaché au côté esthétique des sites, aux fonctionnalités, à l'expérience utilisateur, tout ça. Mais il faut que ce soit toujours dans une logique business. Et trouver des développeurs qui ont cette double casquette, c'est assez compliqué, c'est même assez rare. Donc ça, c'est clairement la première difficulté, c'est d'avoir une équipe IT qui était en interne et qui travaille correctement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça reste l'aspect RH. Clairement, la gestion des ressources humaines est quelque chose de très très compliqué. Je reviens un petit peu sur la question de tout à l'heure. Quid de la formation? Est-ce qu'elle était vraiment utile? Oui, elle l'était. Par contre, totalement perfectible. Au niveau de tout ce qui est soft skills, de tout ce qui est évaluation, tout ce qui est recrutement, comment licencier une personne, c'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'école, ni à l'UNIF. C'est des choses qu'il faut tester sur le terrain. Donc quand on est confronté à une équipe de 3-4, c'est assez facile. On se trouve autour d'une table, et le fondateur, c'est un petit peu celui qui dirige le navire. C'est un peu le phare. Donc il donne la direction. Et comme il est tout le temps là, les gens suivent la direction. Puis quand l'équipe commence à grandir, on passe à 8, 10, 15 personnes. 12 personnes, ça devient quasiment la limite. C'est le nombre de personnes maximum qu'on peut gérer par personne. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé mes limites entre 12 et 15. Où là, ça devient très compliqué, parce que ça veut dire qu'on passe toute notre journée à accompagner l'équipe, et à 18h, 18h30, 19h, quand l'équipe est partie, on prend le relais sur ses propres tâches, parce qu'on est toujours fort dans l'opérationnel. On ne fait pas que du stratégique. Et donc là, ça veut dire qu'il faut commencer à structurer. Donc pour structurer, il faut trouver des bonnes personnes à qui on va pouvoir déléguer. Et déléguer, c'est pas déléguer à des miroirs. C'est pas des gens qui savent éclairer leur équipe quand le phare est là. Non, c'est trouver des mini-phares. Pourquoi? Parce qu'un miroir, quand le phare n'est pas là, il fait noir, et un miroir dans le noir, ça sert à rien. Donc ici, il faut pouvoir trouver des gens qui ont la même philosophie, qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même vision du projet, pour devenir des tout petits phares qui, quand le phare principal n'est pas dans les bureaux ou n'est pas présent, ils vont prendre leur lait. Ils vont quand même éclairer, ils vont quand même orienter l'équipe dans la bonne direction. Ça, c'est clairement la partie la plus critique aussi, ou un des plus gros problèmes, un des plus gros challenges qu'on a rencontrés chez Wiki, se composer une équipe, des fondations, je vais dire, des fondations solides. Il y a eu beaucoup de turnover. Et pourquoi est-ce que c'était si compliqué? Parce que lancer un projet avec 3-4 personnes, honnêtement, à peu de choses près, tout le monde peut le faire. Initier une croissance, ça veut dire beaucoup d'instabilité, ça veut dire plus la boîte grandit, plus on a des problèmes. C'est comme ça, on ne sait rien y faire, c'est une loi immuable. Et donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans le projet, il y avait beaucoup de difficultés, il fallait avoir beaucoup d'agilité. Ce genre d'environnement ne convient pas à toute la population. Les gens qui pensent clairement que je vais arriver dans une start-up en short, en slash, avec une bière à la main et ma manette pour jouer à FIFA dans l'autre, oui, ça se produit chez Wiki, effectivement. À côté de ça, il y a une grosse charge de travail qui est abattue. Donc, je pense que des fois, il y a un mismatch entre ce que les gens imaginent d'une start-up et ce qu'est une start-up. Une start-up, c'est avant tout une boîte dans laquelle il y a énormément de choses à faire, donc il y a beaucoup de boulot. Ça veut dire qu'il faut pouvoir pas seulement faire axe de présence, il faut pouvoir délivrer énormément et être flexible. Il faut pouvoir se dire, ok, là, les objectifs à 3 mois, ils viennent de changer du jour au lendemain, et ça tombe dans une semaine, ils vont encore changer. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce genre de choses, et donc ça suscite des fois des tensions, des problèmes, et donc il faut être suffisamment flex pour pouvoir l'accepter. Donc c'est pas un environnement facile. Par contre, pour les gens qui ont le profil, donc qui sont autodidactes, qui sont proactifs, qui sont responsables, qui sont un peu ambitieux quand même, parce qu'une boîte qui grandit, ça veut dire qu'il y a quand même des opportunités qui vont se créer. Pour eux, c'est le jackpot. Pour les autres, attention. Est-ce que tu sais nous dire quels sont les éléments qui t'amènent à décider des prochaines étapes de ton projet? Alors ça, c'est une bonne question. À quel moment on se dit, tiens, on va développer de nouveaux projets? En fait, quand on est entrepreneur, développer est un peu une première nature.
On a toujours envie de faire plus, on a toujours envie d'offrir une panoplie plus large de services, de produits, de se diversifier. Donc les idées, elles sont générées tout le temps. Et c'est un petit peu le rôle du créateur et du fondateur. Donc clairement, moi de mon côté, des idées, j'en ai tout le temps. Il faut pouvoir même par moment se dire non, allez maintenant on se calme, on va continuer à approfondir les idées de base parce qu'on doit absolument crédibiliser notre position sur ces services de base et puis après on pourra envisager une diversification. Ça se fait très naturellement et c'est généralement des opportunités qu'on va spotter parce que ça peut être une crainte de certaines personnes qui vont se dire tiens oui j'ai une idée mais est-ce qu'elle va pouvoir être viable sur le long terme? Il faut bien se dire qu'à partir du moment où on rentre dans un secteur avec un service ou un produit qui répond à un besoin, qu'on commence à avoir une communauté d'utilisateurs, les utilisateurs sont une source inextinguible de feedback, mais plus que de feedback, d'idées aussi, d'idées de diversification. Ils vont pouvoir émettre certains besoins auxquels la plateforme, le service, le produit ne répondent pas. Donc, je dirais, le développement de produits, le développement d'idées se fait très naturellement une fois qu'on a lancé son premier projet. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui vont lancer leur premier projet, qui ne vont jamais aboutir, qui ne vont jamais aller jusqu'au bout de ce premier projet parce qu'ils vont faire que pivoter. Donc, à force d'être confrontés à des consommateurs, à des utilisateurs, à des bêta-testeurs, ils vont se dire oui mais en fait l'idée de base elle ne répond pas à un besoin ou en tout cas ça ne permettra pas, on ne sera pas rentable, je pivote et 3 mois plus tard je repivote et puis au bout d'un certain temps, ok là l'idée elle a suffisamment mûri, on peut effectivement la développer. Donc ce sont des choses qui se font très très naturellement. La sélection des projets se fait sur base de plusieurs critères. D'abord il y a un critère financier, il faut que la boîte tourne. Donc tout projet qui potentiellement peut générer du cash est considéré, il est analysé. Par contre, il doit forcément rentrer un petit peu dans la philosophie de la boîte. A contrario, il y a d'autres projets qui vont voir le jour, qui auront peut-être un petit peu moins de rentrée financière, mais qui auront une grosse valeur pour le consommateur et qui vont totalement rentrer dans le cadre de la boîte. Donc ça, c'est une erreur qui est parfois faite aussi par certains entrepreneurs, c'est de faire trop de choses au sein de la boîte et de manquer de consistance, de manquer d'homogénéité au niveau des projets, au niveau des services. Ton produit, c'est vraiment sa plateforme digitale. Et dans ce sens-là, comment est-ce que tu fais pour organiser le développement de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités? Alors de nouveau, ça montre un petit peu l'agilité d'une start-up. Et on retombe un petit peu sur la question tout à l'heure qui était de dire travailler dans une boîte, machin, en quoi ça consiste, dans une petite boîte qui est flexible, en quoi ça consiste, quels sont les avantages. Il y a l'agilité derrière, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une validation de 3, 4, 5 niveaux hiérarchiques et puis de dire ok on met ça dans un backlog et on développera dans 2 ans. Je vais donner un autre exemple très concret. On lance, donc il y a eu donc on est en pleine crise sanitaire actuellement. Le coronavirus fait des ravages. On veut absolument soutenir à notre manière les hôpitaux et donc ici j'avais émis l'idée de lancer un nouveau projet qui s'appelait Wiki Solidarity. L'idée c'était en fait de soutenir le monde médical simplement par le changement de fournisseur. Donc une personne qui allait soit s'inscrire à notre achat groupé, soit de passer par notre comparateur de prix, la finalité est la même, c'est de changer de fournisseur, et bien chaque fois que cette personne allait passer par notre plateforme, on s'engageait à rétrocéder 1 ou 2 euros, en l'occurrence à la Croix-Rouge. Alors c'est un projet qui peut paraître insignifiant, mais en l'occurrence il était exécuté en seulement 4 jours. En 4 jours, il a fallu trouver l'entité à laquelle on allait reverser l'argent. Ici, c'était la Croix-Rouge et pas les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de fédération liée aux hôpitaux. Il a fallu adapter toutes nos pages Internet, donc les pages de nos différents sites, tant le comparateur que Wiki, la page d'accueil, faire des pages spécifiques, faire un article dédié sur les blogs, faire un communiqué de presse, prendre contact avec tous les journalistes, former l'équipe de clientèle en interne, et puis lancer une très grosse campagne sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis communiquer auprès de notre communauté, on a une communauté de 200 000 personnes, et en plus de ça, et dire aux personnes qui s'étaient déjà inscrites à l'achat groupé qu'on allait faire un don de manière rétroactive. Tout ça a été initié en 4 jours ouvrables. C'est beaucoup de boulot évidemment, mais ça c'est de l'agilité, et on y est arrivé, et aujourd'hui le projet fonctionne bien, et on atteindra nos objectifs, on devrait verser entre 20 000 et 30 000 euros à la Croix-Rouge. Ouais, ça c'est vraiment génial comme initiative. Bravo à tous. Est-ce que tu peux un peu plus développer comment est-ce que vous avez fait juste avant de démarrer le projet? Alors par rapport au lancement du projet Wiki, donc l'historique c'est quoi? C'est que mon ex-associé suivait très régulièrement tous les projets qui étaient lancés à travers le monde, les projets de start-up, via un site qui s'appelle Springwise et qui recensait à l'époque gratuitement dans une newsletter l'ensemble des projets un peu innovants à travers le monde, et il les classait par secteur. Et donc ici, il a identifié un projet assez sympa qui était aux Pays-Bas,
qui était un projet d'achat groupé. Le principe d'achat groupé est vieux comme le monde. Rassembler des gens pour avoir un prix plus intéressant, ça date pas d'hier. En tout cas, ça date pas du lancement de Wikipower. Et l'idée, le côté séduisant de l'achat groupé, c'est que les investissements de base étaient nuls. Vraiment nuls. Ils étaient minimes. Oui, il fallait un site internet, il fallait un formulaire, et puis à peu de choses près, c'était tout. Bien entendu, il fallait mobiliser une communauté, mais quand on lance un service ou un produit qui est assez innovant, qui touche au portefeuille, où on peut avoir des témoignages de la part des consommateurs, les médias, généralement, ils aiment bien. Et donc, les médias ont joué leur rôle et ont relayé quand même beaucoup au début, surtout qu'on était en pleine période de crise, c'était en 2011-2012, les bons plans pour faire des économies. C'était comme ça qu'ils les appelaient. Donc, ça veut dire que nous, en termes d'investissement pur, on était d'accord d'investir du temps, de consacrer beaucoup de temps, mais par contre, pas d'argent. C'était un peu la logique. Ça, c'est limite, hein. Je veux dire, ce genre de choses, on a pu le faire parce qu'on avait un service qui s'y prêtait. Une personne qui veut lancer une très chouette application ou un produit va devoir mettre beaucoup d'argent sur la table, il y a des investissements. Alors concernant la conception du site internet, c'est très simple. On était en pur autodidacte, on s'est renseigné, on essayait de trouver un CMS. Alors il y avait du Joomla, il y avait du Drupal, il y avait du WordPress, et puis on s'est dit comment est-ce qu'on peut le customiser, comment est-ce qu'on peut l'adapter. Et donc avec un petit peu de matière grise, et en étant un peu créatif et proactif, on a réussi à créer un site qui, aujourd'hui, je vais être honnête, était moche, hein, mais il était fonctionnel. Et c'est aussi une autre leçon, c'est que pour avoir une espèce de MVP, il faut pas un truc qui brille. L'idée, c'est que le MVP réponde à un vrai besoin pour pouvoir après justement investir du temps et de l'argent pour faire quelque chose de très séduisant. Il y a aussi trop d'entreprises, trop de startups qui ont un logo extraordinaire, avec un site internet qui est magnifique, avec des cartes de visite qui sont distribuées à l'appel, une vidéo de présentation qui envoie du lourd. Mais en fait, derrière, il y a quoi? Il y a rien. Je veux dire, le truc ne génère pas d'argent. Donc les gens, par moment, fonctionnent de manière inverse, quoi. Ils ne fonctionnent pas dans l'ordre. D'abord, comment est-ce que je génère du cash? Et ça, étant donné qu'on est gestionnaire, et on revient un petit peu au début de l'interview, on sait bien que pour que le projet soit viable, il faut générer au minimum son salaire et les coûts fixes. Et donc ici, c'était vraiment notre volonté de se dire, ok, on ne met pas 1 euro dans tous les investissements, on y consacre du temps. Voilà, on y est arrivé, la plateforme a fonctionné, et puis une fois qu'on a pu générer un petit peu de cash, et qu'on a été tout de suite rentable, ce cash a été réinvesti. Et depuis le début, Wikipower existe maintenant depuis 8 ans, quasiment 100% des bénéfices sont réinvestis dans le développement. Donc on soutient notre croissance, on s'autofinance, on n'a jamais fait appel à des levées de fonds. Et d'ailleurs, les levées de fonds, j'ai aussi un avis assez critique par rapport à ce sujet-là, où aujourd'hui, la plupart des startups ont tendance à se ruer sur la levée de fonds, sur le crowdfunding, comme si c'était une fin en soi. Non, lever 10 millions n'est pas une fin en soi, on s'en fout en fait. La fin en soi, c'est de faire en sorte que le projet, que l'entreprise, que la start-up soit pérenne et puisse tout simplement dégager des cash flows positifs et puis après faire en sorte que la boîte grandisse, quoi. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du chiffre d'affaires de ton projet? Alors au niveau du chiffre d'affaires, donc celui de Wikipower a quand même bien évolué. Le gros avantage des plateformes web aussi, c'est que in fine, c'est quasiment que du salaire. On n'a pas de magasin, j'ai pas de commerciaux qui sont sur la route, je ne paye pas des voitures, je ne lance pas forcément des campagnes à la télévision ou à la radio. Donc ça veut dire que le gros de mes dépenses sur un an, c'est principalement du salaire. Il y a le salaire, il y a un peu de bureau, il y a forcément des espaces médias, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors, en termes de chiffre d'affaires, au début, on a oscillé, je pense, la première année aux alentours de 150, 175 000 euros. Et puis, 4-5 ans plus tard, on n'avait pas forcément beaucoup grandi, on était aux alentours de 400, 450 000 euros, avec des marges qui étaient confortables. Ça veut dire que la société était bénéficiaire. Et des marges qui oscillaient entre, je sais pas moi, 25 à 35-40%. Et puis en 2016, on a atteint un chiffre symbolique, on a fait notre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, où on a dégagé un bénéfice avant impôt, un EBITDA avant impôt, avant taxation, avant amortissement, de 500 000 euros. Donc on avait une marge nette de 50%, ce qui est énorme. Ouais. Et depuis 2016, donc depuis cette fameuse année, c'est l'année de la croissance, c'est l'année où on a initié la croissance, 2016. Donc on est en 2015, on devait tourner aux alentours de 450 000 euros. On est passé à 1 million en 2016, on est passé à 1 350 000 en 2017, on est passé à 2 millions 2 ou 2 millions 3 en 2018, et en 2019, les chiffres ne sont pas encore publiés, mais on a passé la barre symbolique des 3 millions. Donc la croissance
est effectivement très importante. Pourquoi? Parce qu'on a validé les premières années un business model à un service, on répondait réellement à un besoin, et puis après on est passé dans un mode, c'est un mode scalable, quoi. Donc on a dupliqué le nombre d'achats groupés, on a augmenté le trafic sur le comparateur, et on savait que ça fonctionnait, donc sans surprise, ça a aussi fonctionné quand on a grandi. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais des conseils à donner à tous ceux qui ont envie de démarrer un projet digital? Quel que soit le projet, que ce soit un projet digital ou non digital, c'est important de s'associer. L'association, elle a des vertus très positives parce que d'une part, on minimise le risque financier. Et inévitablement, quand on crée une société, il y a quand même un capital social minimum. Des fois, le capital social minimum ne suffit pas, il faut mettre plus. Donc là, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se dire, bah, j'ai un associé, il met la moitié, je mets l'autre moitié. Ou éventuellement aller chercher un peu d'argent auprès de son entourage. Mais quoi qu'il en soit, on diminue le risque financier et puis il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. La difficulté par rapport à ce conseil-là, c'est de trouver une personne qui est complémentaire. Si les personnes vont trouver un sosie d'eux-mêmes, ça ne sert à rien. Il risque même d'y avoir des tensions. Parce que si c'est deux personnes qui ont un esprit de leader, de manager, elles voudront tous les deux l'idée, manager, prendre les décisions, et donc ça pourrait commencer à faire des étincelles. C'est très important donc de bien trouver une personne complémentaire. Ça amène le deuxième conseil. Il faut se connaître. Pour lancer une boîte, il faut se connaître soi-même. Pourquoi? Parce qu'il faut, qu'est-ce qu'on aime faire? Il y a une grande différence entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Donc c'est de pouvoir être relativement aligné en ayant conscience de ses qualités, de ses axes d'amélioration, de ceux de son associé, et de se dire effectivement, est-ce que le projet que je lance, d'abord est-ce qu'on est capable de travailler ensemble, et est-ce que le projet que je lance répond à mes propres besoins? Qu'est-ce que je vais chercher en réalité en lançant un projet entrepreneurial? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est la réussite financière? Il faut être dès le départ très conscient de ce qu'on recherche dans un projet entrepreneurial. Le fait de s'associer, c'est un peu se marier. Il faut le faire avec une personne en qui vous avez confiance et qui, si elle doit être complémentaire, mais vous devez avoir les mêmes valeurs et les mêmes objectifs du projet. D'autres conseils, c'est de dire avoir une idée, c'est pas très compliqué. Par contre, avoir une idée qui répond à un besoin, ça c'est plus compliqué. Et avoir une idée qui répond à un besoin et qui peut générer au moins le salaire de l'indépendant qui va se lancer, c'est encore une autre paire de manches. Donc, trop souvent, il y a des personnes qui vont être incubées, qui ont une chouette idée, mais l'idée, elle générera jamais 1 euro. Ou si elle génère 1 euro, elle générera jamais un demi-salaire, ou même un salaire. Donc, ça veut dire que c'est des idées qui n'ont malheureusement pas de viabilité à moyen terme, voire même à court terme. Donc, posez-vous toujours la question de vous dire comment est-ce que je vais générer mon salaire. Trop de personnes ont tendance à se lancer, ne savent même pas ce que c'est un business plan. Mais elles ont une belle idée. Fine, l'idée est très belle, mais si l'idée ne permet pas de générer de l'argent, à quoi bon la lancer? À moins que ce soit une ASBL, et alors là, la finalité est forcément différente. Et il faudra trouver des financements par ailleurs. Mais si on est dans une idée de projet entrepreneurial commercial, ouais, clairement, il faut générer de l'argent, et il faut, si possible, même dégager un petit bénéfice après. C'est sûr, avoir un modèle qui fonctionne, c'est la base. Et un autre point que tu as mentionné et que je trouve vraiment important, c'est vraiment le fait de se connaître et de savoir ce qu'on peut apporter au monde, comme le modèle Ikigai un peu. Moi, personnellement, ça m'a pris vraiment longtemps avant de comprendre ce que j'aimais vraiment faire dans ce que je fais. Et je pense que cet aspect de développement personnel est une clé très importante pour être heureux dans ce qu'on fait. Oui, et un dernier point aussi, peut-être qui était abordé, et ça je l'ai appris un peu à mes dépens, c'est-à-dire que dans un projet entrepreneurial, il y a plusieurs étapes. Et en réalité, la personne va avoir successivement plusieurs casquettes. Elle va avoir ou elle peut avoir. Je dirais qu'il y a d'abord il y a d'abord le visionnaire, la personne qui sent les choses, qui sent le secteur, qui sent les besoins futurs de la société, qui les anticipe en fait. Ils ne sont pas encore perceptibles, mais eux, ils les sentent. Donc le visionnaire, il va avoir une vision, une sorte de perception de besoin. Donc ça, il va avoir une casquette, et ce genre de personnage est quand même drôlement utile. Après, c'est pas pour autant que le visionnaire peut être un créateur ou quelqu'un qui va générer des idées. Donc ça, c'est la deuxième casquette. C'est de se dire, ok, j'ai des idées, je suis créatif, je suis un peu un inventeur. J'ai une super idée qui est celle-ci. Là, ça ne répond peut-être pas à un besoin marché, en tout cas, ça répond à son besoin à lui. Ça, c'est la casquette de l'inventeur.
Et puis, on va passer à la casquette. Imaginons que le visionnaire est en fait à une vision, il sent les choses, et puis il a aussi la casquette de l'inventeur. Et il se fait qu'il a une idée et il va développer un service et un produit. Là, il devient entrepreneur. Ça veut dire qu'il va essayer de développer un prototype et le prototype fonctionne. Bonne nouvelle, donc ça veut dire qu'il va engager des gens. Et là, en fait, on va arriver dans une deuxième phase où il va développer son projet, donc il a une casquette de développeur, il engage de plus en plus de personnes, il a une vraie équipe, il a une vraie société, et là il va avoir une nouvelle casquette qui est la casquette de manager. Ce sont des rôles fort différents, et c'est assez rare d'avoir une personne qui va être capable de cumuler toutes les casquettes. Alors, moi, ma recommandation ici, c'est de dire, il faut que la personne sache précisément avec quel type de casquette elle est la plus à l'aise, et pouvoir, au bon moment, céder la casquette suivante en disant non, la casquette suivante, moi, elle ne me va pas, elle ne me convient pas, elle ne répond pas à un besoin personnel, c'est quelque chose que je ne sais pas faire ou que je n'aime pas faire ou que je ne veux pas faire, donc je préfère céder ces responsabilités-là, céder ces tâches-là à une personne que je vais engager par exemple. Donc c'est pour ça qu'avant qu'une personne ne se lance dans un projet entrepreneurial, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle veut faire et quelle casquette elle veut avoir sur la tête. Ce que tu expliques ici avec les différentes personnes, en fait, quel entrepreneur, me fait vraiment penser, en fait, au livre de Michael Gerber, qui explique que tout entrepreneur, en fait, a trois casquettes. Donc, il y a l'entrepreneur, donc le créatif, la personne qui va imaginer des produits, des services. Ensuite, il y a le manager, c'est plutôt la personne qui va gérer ses produits et ses services. Et enfin, il y a le technicien, c'est la personne qui a les compétences techniques de construire, de réaliser des produits ou des services. Tu m'as fait aussi penser au livre de Tom Rath, StrengthsFinder 2.0, où l'auteur présente les différentes compétences générales de l'homme. Et en fait, au final, c'est pas vraiment un livre qui se lit. À la fin du livre, il y a un test que tu dois faire. Et il te donne en fait tes 5 plus grandes forces et tes 5 faiblesses. Et le livre en fait explique juste que c'est beaucoup plus important de se focaliser sur ses forces que d'essayer en fait de combler ses faiblesses. Et du coup, je trouve que c'est un outil excellent pour se connaître et également pour savoir avec qui tu aurais envie de t'associer. En tout cas, savoir si la personne avec qui tu veux t'associer est compatible avec toi. Et alors, juste pour rebondir et pour conclure, l'entrepreneuriat est une aventure incroyable, vraiment, c'est le terme. C'est-à-dire qu'on va toucher à beaucoup de choses, on sort de sa zone de confort tout le temps. Il n'y a pas un moment où on est dans la zone de confort quand on entreprend. Par contre, c'est une aventure qui nécessite un investissement total. Est-ce qu'il y a moyen de concilier le tout? Oui, il y a moyen de concilier le tout, une vie professionnelle, une vie privée. Par contre, si on a un profil un peu passionné, c'est difficile des fois de se mettre des barrières. Et c'est un projet où on peut consacrer beaucoup de temps, voire des 5, 6, 7 jours par semaine, et c'est des 10, 11, 12, 13, 14 heures par jour. C'est pas un problème parce qu'on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on développe, on prend du plaisir. À partir du moment où ce n'est plus un plaisir, alors il faut se poser la question de se dire est-ce que j'ai la bonne casquette ou est-ce que le projet que j'ai lancé répond vraiment à mes valeurs et à mes besoins. Mais entreprendre, et contrairement aux idées reçues, n'est pas uniquement une partie de plaisir. Il y a des moments très frustrants, il y a des moments très difficiles, il y a des moments où il faut vraiment mordre sur sa chic, il y a des moments de doute, mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que le plaisir et le bonheur qu'on peut en retirer compense largement les éléments un petit peu plus délicats ou un petit peu plus négatifs qu'on peut rencontrer. En effet, c'est bien de le rappeler que c'est une aventure qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Un grand merci à toi pour tes conseils et de nous avoir partagé ton parcours d'entrepreneur. Avec grand plaisir.